Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes donc samedi 18, 6 mois que l'action des Gilets jaunes a commencé. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, d'abord, je vais vous remercier pour tous vos commentaires, assez élogieux pour certains, pour un échange d'opinions, de conversations, si vous voulez, par le biais d'Internet, de YouTube. Donc encore merci. Merci pour les partages, merci pour les abonnements. Très très intéressant, très effectueux au niveau des échanges. Je pense que j'ai beaucoup d'électeurs souverainistes principalement, beaucoup de gens de l'UPR qui sont très très revendicatifs, et je les félicite d'ailleurs pour leur mobilisation. Je ne suis pas contre, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, idem pour le Rassemblement national. Bon, on y viendra. D'abord, je tiens à vous signaler quand même les énormes manipulations préélectorales. C'est-à-dire qu'on apprenait que le taux de chômage, comme par hasard, là, en début de semaine, le taux de chômage est tombé à 8,7, c'est le plus bas niveau depuis 2009, selon l'INSEE. Oui, d'accord, mais la méthodologie de l'INSEE, c'est quoi? L'INSEE procède par une enquête trimestrielle, représentative auprès de 110 000 personnes. C'est un bel échantillon, mais c'est un sondage. Il y a une grosse marge d'erreur. Il y a un deuxième chiffre, qui est le chiffre de la DARES, qui est donc, en fin de compte, la direction des études et statistiques du ministère du Travail. Et là, ça change tout. Car la DARES, si vous voulez, comptabilise les flux, les entrées et les sorties de Pôle emploi. Franchement, ce sont les vrais chiffres. Fin mars, sur la France entière, le nombre d'entrées à Pôle emploi redevenait notablement supérieur à celui des sorties. Donc, les chiffres indiquent qu'il y a une augmentation du chômage. Voilà. L'INSEE dépend de Bercy, du ministère des Finances. Par contre, comme je vous l'ai dit, la DARES, c'est la direction des études statistiques et ça dépend du ministère du Travail. Donc déjà, on vous présente une amélioration grâce à l'action de Macron. C'est faux. On vous dit également que, il y a 3-4 jours, on vous parle du SMIC européen, comme par magie. Un SMIC européen. Ah, mais c'est bien ça. On va s'aligner sur Luxembourg à 2071 euros brut ou sur la Bulgarie à 286 euros. Je vous rappelle qu'en France, on est à 1521 brut. L'Allemagne dans les 1580, 1590. Non mais, franchement, il nous ressort des salades chaque semaine pour nous montrer que, vous voyez, l'Europe, c'est la bienfaitrice du petit peuple et que, franchement, est-ce que vous avez vu une amélioration depuis des dizaines d'années grâce à l'Europe de la Commission de Bruxelles? Que nenni, que dalle, rien, et on vous fait miroiter n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte, on a un écart de 1,9 vis-à-vis de la Bulgarie. Comment voulez-vous que les prestations sociales et que les salaires soient revus à la hausse dans ces pays, compte tenu de l'état quand même relativement, on va dire, arriéré de leur économie. Bon, encore une manipulation. Troisièmement, tout à l'heure, je crois que c'était France 2, sur le coup des 13h30, on apprenait que l'Europe finance des formations pour les chômeurs. Comment? Oui, l'Europe, c'est bien l'Europe. Vous vous rendez compte, ils donnent de l'argent. Ah oui? Ils donnent quel argent? Le nôtre? On donne 21, 22, 23 milliards. Vous vous rendez compte? 23 milliards. À la Commission, ils nous en redistribuent 11, 12, 13, enfin les chiffres... M. Asselineau dit certains chiffres, Dupont-Aignan en dit d'autres, le Rassemblement national dit à peu près la même chose, vous voyez, bon, mais ça se tient. C'est-à-dire que quelque part, on va dire que on donne 9 milliards de plus qu'on en reçoit. Bon, admettons, si on donne 21 milliards, on en reçoit 12. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils nous rendent notre propre argent, et en plus, ils arrosent l'Europe de l'Est pour l'aider à sa reconstruction. Et par exemple, je vous citais la dernière fois le pont croate, qui est financé à 85% par nos cotisations et qui est construit par des Chinois. Donc, on ose vous faire miroiter que l'Europe est un bienfait, comme pour la politique agricole commune.
qu'elle-même, que l'Europe, cette Europe, donne de l'argent aux agriculteurs. Mais on donne 2 fois plus d'argent qu'on reçoit, pratiquement. Donc en fin de compte, autant qu'on donne, l'État français donne directement de l'argent pour financer les formations de ces chômeurs, pour financer des aides au niveau de l'agriculture. Mais pourquoi passer par Bruxelles qui va redistribuer après, mais comme ils en redistribuent toujours moins, et qu'il y en a beaucoup d'autres qui donnent moins que nous, mais qui reçoivent plus. Donc vous voyez l'hypocrisie du système. Bon, encore une autre manipulation. Il y a un débat qui est prévu sur France 2, je crois mercredi prochain, et qui est particulier, c'est-à-dire ils ont décidé de couper le débat en deux. C'est-à-dire que c'est la ligne éditoriale de ce service public. On met 9 listes à 22h30 et 6 à 21h. Donc, quelque part, France 2 et France Inter choisissent arbitrairement de jouer d'avance l'élection européenne du 26 mai. Ils sélectionnent eux-mêmes les listes de leur choix qu'ils exposeront à une heure de très forte audience. Et les petites listes, je cite M. Philippot, M. Asselineau, d'autres, vont se retrouver à 22h, 23h, quand les gens sont partis se coucher, parce qu'eux, ils comptent pour que dalle. Voilà comment la démocratie. Mais, là-dedans, il faut savoir que ils ont relégué, si vous voulez, à 22h30, 23h, ils ont relégué Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde, Nicolas Dupont-Aignan et le Parti communiste. Alors déjà, c'est complètement injuste déjà de faire deux listes, mais ne serait-ce que depuis la France est crédité de 5 et quelques, donc c'est pratiquement ce qu'on appelle une liste qui serait presque certaine d'avoir également des candidats parmi les petits. Donc c'est la seule qui dépasse les 5 qui est mise à 22h30. Bon, il faut quand même savoir que Benoît Hamon était candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan également. À eux deux, ils représentent à peu près 11% des voix. Donc je veux dire, ce n'est pas le premier kidam qui arrive, qui dit « moi je veux passer à 21h ». Ce sont des gens qui ont eu quand même des millions d'électeurs sur leur nom. Jean-Christophe Lagarde représente l'UDI. L'UDI a quand même quelques députés à l'Assemblée nationale. Le Parti communiste français, c'est quand même un parti qui existe dans le paysage politique français depuis 1900 et des poussières. Je ne sais pas s'il est centenaire, mais c'est pas loin. Donc je veux dire, ce ne sont pas des partis gadgets qui sont créés comme ça. Voilà. Donc, alors, il y a eu une conférence de presse avec la fameuse génération S de monsieur Hamon, le Parti communiste, l'UDI et Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, évidemment, ils ont rouspété contre cette façon de faire qui privilège les gros partis. Mais quand je vous disais que Macron cherche un maximum à privilégier la liste du Rassemblement national pour pouvoir se dire défenseur des progressistes contre les méchants extrémistes de droite, bien entendu. Donc ça l'arrange parce qu'on aura toujours Marine et en face, et bon voilà, on rejoue les élections d'il y a 2 ans. Mais là aussi, alors, il y a un truc qui est fantastique, c'est que même les grandes listes, puisque c'est des grandes listes, n'est-ce pas, il doit y avoir la liste écologique, je pense, mais on remplace les têtes de liste. C'est-à-dire que quelque part, Madame Loiseau, oiseau de Sinestrogure d'ailleurs, est remplacée par quelqu'un de son parti, je ne sais pas lequel. Monsieur Bellamy, qui est tête de liste de DLR, est remplacé par M. Wauquiez, et M. Bardella est remplacé par Marine Le Pen dans ce débat. Mais c'est un débat entre têtes de liste, historiquement. Donc il n'y a pas lieu de remplacer. Quand M. Bardella ou M. Bellamy seront à Bruxelles ou à Strasbourg pour négocier avec les autres partis, ils ne vont pas appeler, Bardella ne va pas téléphoner à Marine Le Pen en disant « Dis, t'attends, qu'est-ce que t'en penses ?» Parce que les Allemands, ils m'ont dit ça. Et M. Bellamy non plus ne va pas appeler Wauquiez. C'est quoi cette histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est puisque Madame Loiseau est tellement mauvaise qu'elle est en train de faire perdre des points à Macron, donc du coup, on essaye de présenter les choses sur une certaine façon. Enfin bon, quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, c'est un scandale démocratique, c'est une manipulation.
dans l'organisation donc de ce débat. Il est absolument regrettable qu'il n'y ait seulement que ces listes qui aient le droit de débattre à 21 heures et que les autres soient relégués beaucoup plus tard. Et puis bon, enlever Loiseau, Bardella et Bellamy pour les remplacer par les chefs, non, c'est... Donc, quelque part, ce que je peux dire, c'est que ce n'est vraiment pas le rôle de la télévision publique d'orienter le débat. En plus, télévision publique payée avec l'argent des Français. Les Français ont le droit de voir tous les hommes politiques, toutes les listes qui se présentent, et parce que ça peut être leur candidat qu'ils ont choisi, hein, que ce soit l'extrême droite, que ce soit l'extrême gauche, c'est la moindre des choses. Donc le service de l'information n'a pas à faire l'élection d'avance, n'a pas à décider de l'issue de l'élection, c'est aux Français de voter, et là on en est vraiment loin. Bien, il y a une petite manipulation. Castaner, le ministre de l'Intérieur, redoute des opérations menées par les Gilets jaunes contre les bureaux de vote le 26 mai, lors des élections européennes. Un scrutin qui pourrait, sur fond de mobilisation des Gilets jaunes les plus radicaux, subir des perturbations, peut-être un blocage des urnes, dit-il. Donc voilà l'excuse trouvée par la dictature en place qui pourrait amener à une manipulation pour le jour du vote. Comme dans les pays africains, vous savez, il y a toujours des troubles et tout, et puis c'est toujours le même qui ressort. On pourrait nous dire qu'il va y avoir le chaos le jour des élections. Tout ça pour semer un petit peu le doute et empêcher les gens d'aller voter. On va mettre des forces de l'ordre de partout, du coup les gens vont prendre peur et ne vont pas aller voter. Enfin bon. Mais parce que le gouvernement a peur. Il a peur de prendre une déculottée. Il faut que les gens aillent voter. Et je pense que vous me suivez, vous êtes d'accord avec moi, hein, donc il n'y a pas de problème. On fait tout pour empêcher le peuple d'aller voter, certainement, mais bon. Alors, on va passer sur les listes, quelques-unes, hein, mais bon. Alors, il y avait deux listes qu'on ne connaît pas, qui sont vraiment à l'extrême droite, on peut dire. Il y a une liste de la Reconquête, dissidence française, un mouvement politique de droite radicale devenu un parti en octobre 2018, qui présente une liste de reconquête nationale, sociale et identitaire. Elle sera conduite par le président du parti, Vincent Boclin. Et il dénonce le grand remplacement et la lobbycratie de Bruxelles. Là, on peut être que d'accord au niveau de la lobbycratie. Hein. Bon, c'est quelque chose d'assez... Une toute petite liste, hein, bon, très très identitaire. Bon, voilà, j'en parle parce que bon, je suis dans un aspect, si vous voulez, souverainiste au niveau de ma prise de conscience politique. Donc voilà. Il y a aussi un autre parti qui s'appelle la Ligne Claire, le parti de l'innocence et souveraineté, identité et liberté, présenté par Renaud Camus et Karim Ouchik, le président du Ciel, qui annonce la constitution donc d'une dite commune. Et la liste comprend en deuxième position, vous savez, la petite jeune Fiorina Ligné, l'étudiante qui avait perdu un œil à la suite des tirs de flashball. Et donc cette liste entend dénoncer l'immigration de masse, l'assimilation et propose la remigration. Bon, donc acte. On aurait pu penser que passer un moment que la France insoumise et gauche républicaine et socialiste pouvait être un tout petit peu souverainiste. Mais malheureusement, c'est de moins en moins, et je vais vous mettre en lien une petite vidéo faite par une interview de BFM. C'est M. Cotarac, qui était un élu de la France insoumise, qui a suivi pendant des années j'ai perdu le nom, Mélenchon, et qui part parce qu'il voit qu'en fin de compte, dans ce parti de la France insoumise, il y avait ce qu'on appelle des socialistes mais républicains dans la ligne de chevènement. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une identité française et puis des frontières. Et en fin de compte, la France insoumise est de plus en plus, si vous voulez, noyautée par des histoires de religion, de migration, d'émigration, de race blanche. On fait des assemblées entre hommes, des assemblées entre femmes. Il y a des tas de choses, des trucs un peu bizarres. Et au fur et à mesure, tous les gens qui étaient un petit peu, si vous voulez, républicains, carrés, etc., de gauche, mais l'esprit quand même, la notion de l'État,
automatiquement, au fur et à mesure, ils sont éjectés. Et donc ce monsieur Cotarac, je vous invite sincèrement à regarder, à la fin, je crois qu'il parle de l'Afrique, qu'on va chercher des médecins en Afrique. Le but n'est pas de faire venir tous les Africains en Europe. Les Africains doivent pouvoir vivre sur leur continent en ayant les commodités, les soins, etc. Et nous, à la France, on va chercher des cadres dans les pays africains qui, eux, se retrouvent sans rien. Et après, on est obligé d'envoyer des médecins français pour aller les soigner avec les ONG. Non, mais attendez un moment. Hein, bon. Donc la France insoumise, bon, excusez-moi. Bon. Je passe donc à les patriotes. Philippot, bon, bah écoutez, Philippot, bon, on le connaît. Bon, il a pu se faire connaître grâce au Rassemblement national. Après, il a quitté, pour des bonnes ou mauvaises raisons, peu importe. Et bon, il a quand même... Il a... Son image, c'est un petit peu, comment dire, noirci peut-être. Hein, enfin, moi, il a tellement passé de temps après à déblatérer sur le Rassemblement national que, voilà, je ne sais pas si son image est très très bonne. Bon, il s'est associé à des gilets jaunes. Bon, mais je ne me fais pas d'illusions, je veux dire. Puis alors, le problème, c'est qu'il a été voir M. Asselineau, il lui a proposé, je ne sais combien de centaines de millions d'euros. Non, c'est des millions, je ne sais plus. Enfin bref, il a proposé de l'argent à Asselineau pour être sur sa liste. Celui-ci a refusé. Il est allé voir Dupont-Aignan, pareil, de la même façon, pour être sur la liste aussi, pour être numéro 3, pour être sûr de retrouver son poste. Bon, ça c'est pas fait, donc il mène une liste avec des gilets jaunes. Bon, moi je suis plutôt favorable à des gilets jaunes, mais pas de cette façon, mais bon, peu importe. Je pense qu'il ne dépassera pas ces 3%, même pas 2%, je pense, voilà. Nous allons maintenant... ah oui, c'est vrai que nous avons, excusez-moi, cher ami du PR, M. Asselineau. Bon, généralement, il est crédité de 1%. Alors, je note quand même que ces idées du Frexit, du référendum d'initiative citoyen, qu'il a été l'un des premiers avec Nicolas Dupont-Aignan à en parler. Je rappellerai, je crois à peu près dans les mêmes temps, à quelques mois près, Nicolas Dupont-Aignan en avait parlé en 2012, avait déjà proposé à l'Assemblée, il a proposé un vote sur le RIC 3 fois, encore il y a 1 an, avant les événements de Gilets jaunes, il avait déjà de renouveau proposé le référendum d'initiative populaire, à l'époque ça s'appelait, et donc effectivement, M. Asselineau, on a toujours parlé, donc moi j'essaye d'être objectif, j'ai encore regardé il y a 2 jours des vidéos récentes de M. Asselineau, pour me faire une idée et tout, le constat, voilà. Donc, mais M. Asselineau, aussi brillant soit-il, que fera-t-il seul là-bas au Parlement? Il va être obligé de rentrer dans un groupe. Et après, je vais venir à ces groupes, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, quelque part, il va faire un discours. Et encore, je ne sais pas si on vous laisse parler plus de 2 minutes, 3 minutes hein, au Parlement européen. Bref. Mais je veux dire, il va être quand même relativement isolé. Bien. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous parler de M. Bellamy. Alors, j'ai un petit truc comme ça qui était sympa, avec ce qui s'est dit avant et ce qui s'est dit après. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'était un petit truc que j'ai sorti sur ma page Facebook. Et alors là, c'est génial parce que Bellamy, en janvier, M. Larcher disait « Bellamy ne coche pas toutes les cases pour être une tête de liste LR ». 2 mois après, en avril, il vous dit « Je suis totalement aux côtés de François-Xavier Bellamy ». Valérie Pécresse dit « Je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie de vouloir séduire l'électorat le plus conservateur ». Au mois d'avril, Pécresse est entièrement rassurée, tant mieux. Rachida Dati nous dit les convictions de François-Xavier Bellamy ne seront jamais les miennes. Et puis, au mois de mars, 2 mois après, elle vous dit ah, Bellamy incarne le renouvellement. Vous voyez, le double langage chez les LR. Hein. Christian Estrosi, passer de Simone Veil à Bellamy, c'est compliqué. Et puis, au mois de mai, il nous dit j'ai découvert quelqu'un qui, contrairement à ce conservatisme dans lequel certains voulaient l'enfermer, a montré son sens de la fermeté. Bon. Eric Woerth, je m'interroge sur la stratégie de rétrécissement d'un parti de plus en plus conservateur, c'était en janvier, et au mois de mai, il dit il y a une nouveauté, une curiosité. Voilà. Donc, on peut dire que quelque part, quand il était à 12%, il était un réactionnaire infréquentable, donc il ne comprenait pas du tout qu'il soit tête de liste. Et puis il a gagné 3 à 4 points, il s'est fait connaître et tout. Et puis maintenant, ses collègues l'adorent. Mais, oui,
oui, ils avaient du mal à comprendre que ce jeune professeur de philosophie soit à la tête de la LICRR. Mais comment peut-on réformer l'Europe quand on a à l'intérieur des eurodéputés sortants, Nadine Morano, Brice Hortefeux, comment dire, c'est du réchauffé. Ils ont refait la vitrine, ils vous mettent Bellamy devant. Mais dans la boutique, il y a 50%, ce sont des députés sortants qui étaient déjà présents. Et depuis 2014, ils ont voté tous les traités de libre-échange, comprenez-moi. Et les crédits pour l'élargissement à la Turquie, je crois, 2 février de 2019. Monsieur Danjean, le numéro 3. Donc, je m'excuse auprès des sympathisants LR, mais quelque part, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, on a vu ce qu'ils ont fait, il y en a 50% qui restent, donc pour la virginité, bon, voilà. Maintenant, je vais parler du Rassemblement National. Alors là aussi, hein, je ne veux me fâcher avec personne, je comprends, les gens vont voter Rassemblement National parce qu'ils veulent faire la pige à Macron, c'est tout. On va voter Marine, ça le fera chier, l'autre, Macron, etc. C'est surtout ça. Alors, je vous explique. En septembre 2018, Marine Le Pen promettait en effet une très très grande liste d'ouverture qui devait matérialiser la force d'attraction du nouvel Rassemblement National. La tête de liste a été confiée à un pur produit de la base du parti qui était Jordan Bardella, et les prises de guerre politique des gens qui se sont ralliés, quoi, Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, bon, et à part ça, quoi de neuf, rien. Et alors, on vous parlait d'ouverture, et en fin de compte, la liste RN est composée, je le dis pour information, parce que les gens ne se rendent pas compte, après vous faites votre choix, hein. Mais pour vous dire, Marine Le Pen ne s'est pas gênée pour placer des proches, elle a confié la 17e place à son conseiller beau-frère, Philippe Olivier, et sa propre secrétaire, Catherine Griset, est 10e. Vous vous rendez compte, la secrétaire à Marine, elle est 10e, elle est éligible, elle sera députée. Et à la 18e place, on a une certaine Annika Brunat, assistante parlementaire de Jean-Marie Le Pen. La 14e place a été confiée à Aurélia Beigneux, l'adjointe au maire d'Hénin-Beaumont, le fameux Steve Briois, qui est donc l'un des proches de Marine Le Pen. Idem, la 16e place, c'est l'adjointe au maire de Fréjus, David Racheline, qui est placée. Bon, de toute façon, on met les copains des copains, mais on ne met pas vraiment des gens... voilà, c'est une constatation encore une fois. On met la secrétaire de Pierre-Paul Jacques, etc. On fait plaisir à tout le monde, etc. Mais bon, est-ce que franchement, c'est une équipe... est-ce qu'on met des remplaçants ou des troisièmes remplaçants pour jouer la finale? Non, mais bon. Donc, mais peu importe, pour les dirigeants du parti, du Rassemblement National, ils savent que l'enjeu du scrutin n'est pas là. La liste, elle est même au coude à coude, voire même supérieure à celle de Macron. Donc, Marine cherche à mobiliser les électeurs et à prendre des voix sur les abstentionnistes. Et donc, eux, ils misent sur l'impopularité de Macron et pas tellement sur l'attractivité de leur liste et sur les personnes qui y sont. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le Rassemblement National. Alors, ce que je veux dire, comment dire? Oui, je vais passer sur les groupes. Alors, voyez, j'ai un petit, il faut que je vous explique. J'ai une petite camembert comme ça. C'est une petite camembert. Ça, c'est la composition des groupes. Vous avez des groupes. Alors, je vais vous expliquer. Il y a des groupes au Parlement, suivant, les groupes ils se mettent entre socialistes, entre eurosceptiques, eurocritiques, etc. Il faut au moins 25 députés issus de 7 nationalités différentes. Et dans la prochaine réforme, il faudra faire passer le plancher à 12 nationalités. Pour faire un groupe au Parlement européen, il faut que ce soit 12 pays. Donc, je vous rappelle qu'en 2014, le Rassemblement National, malgré sa victoire et son beau score en France, n'a pas réussi à constituer un groupe pendant 1 an, car il n'y avait pas de partenaire. Et il fallait que ça soit dans 7 pays différents. Donc, en fin de compte, moi je prêche pour ma paroisse, donc quelque part, on parle des groupes qui sont un petit peu eurosceptiques, eurocritiques. Hein. Donc il y a le groupe des libertés et des démocraties directes, ELD, qui réunit des députés de vous la France et les Anglais du Brexit et les Italiens du mouvement 5 étoiles, et puis bon, d'autres personnes, etc. Ça c'est un petit groupe. Il y a un autre groupe qui s'appelle l'ECR, le groupe Europe
des conservateurs et réformateurs, qui rassemble déjà 19 nationalités. Et c'est le troisième groupe au Parlement, et il regroupe donc des forces euro-royalistes, ils sont déjà 75. Ils vont se mettre avec le premier groupe, celui de Debout la France, pour faire un plus gros groupe. Et il y a le troisième groupe, c'est le groupe des Europe des Nations et des Libertés, qui regroupe donc le Rassemblement National, la Liga, le fameux FPO autrichien, donc très... Voilà, le BAMS belge et un autre parti hollandais, voilà. Mais eux tout seuls, vous voyez, ce qu'on va dire vraiment l'extrême droite, mais c'est pas péjoratif, mais bon, voilà, le groupe des extrêmes droites européennes ne regroupe que, quand je regarde mon papier, ils sont ENL, ils sont à 37. Alors que le LLD, le groupe de Debout la France, et le CREUC, le CRCE, le groupe des conservateurs et réformateurs avec beaucoup de pays de l'Est, notamment les Polonais qui gouvernent en Pologne, etc., à eux deux, ils vont être 120, 130. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur ma page, pour la première fois dans l'histoire des élections européennes, avec les deux groupes dont j'ai cité, ils peuvent être peut-être le deuxième groupe au Parlement. Donc, il faut savoir que Debout la France négocie depuis 18 mois avec un maximum de forces européennes une nouvelle coalition, donc capable de mettre en place cette Europe des nations et des projets. On ne peut pas, avec 2-3 partenaires, changer. Il faut quand même regrouper tous ces pays-là. Donc, en février, il y a 23 pays étrangers qui sont venus rejoindre Nicolas Dupont-Aignan. Donc, c'est la seule coalition qui peut concurrencer le fameux PPE des LR, hein, ceux qui ont signé tous les traités, et le SD, qui regroupe d'autres socialistes, etc., qui eux aussi ont signé les traités et qui sont aux ordres de Juncker. Donc voilà. Il faut savoir également que donc, dans le groupe de Debout la France, il y aura le fameux groupe l'AfD, Alternative for Deutschland, donc, qui avait fait beaucoup de bruit en Allemagne, hein. Et puis donc le mouvement 5 étoiles qui collabore avec Salvini. Il y a aussi aux Pays-Bas un gars qui est arrivé en tête des sondages, en tête des élections, Thierry Baudet. Et voilà, donc vous voyez, il y a des regroupements qui se font. Et même Salvini, c'est pas dit qu'il reste. Pour l'instant, Marine Le Pen aujourd'hui est avec Salvini. Bon, ils font leur truc, leur business. Mais par la suite, si Salvini veut avoir une importance et enquiquiner, entre guillemets, les conservateurs du lobby de Bruxelles, s'il veut peser, il va être obligé de s'allier. Donc il se peut même que Marine Le Pen rejoigne le groupe de Debout la France, parce que le groupe de Debout la France, il sera plus gros s'ils veulent peser ensemble. Et je pense aussi à M. Asselineau, il va se retrouver, si le père arrive à avoir quelques voix, il va se retrouver tout seul. Donc il va falloir qu'il rejoigne un groupe. Il ne peut pas, lui faire 12 nationalités, avoir 12 correspondants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, il va rejoindre le groupe de Dupont-Aignan. Ouais, à un moment, il va être coincé. Vous voyez, bon, c'est comme ça. Il faut savoir, c'est une histoire de groupe. Si vous vous pesez, vous êtes dans des groupes. Après, je ne porte pas, comment dire, une appréciation sur les convictions politiques de chacun. J'explique comment ça se fait. Alors, moi, bien entendu, je veux que ça soit opérationnel. Pour que ça soit opérationnel, il faut être un gros groupe. Donc, vous voyez, M. Salvini il va être opérationnel, donc je crois qu'il discute avec les Polonais au pouvoir pour peut-être faire une action, vous voyez. Donc, ils vont se regrouper de toute façon, hein. Mais bon, à court terme, dans un premier temps, moi, j'ai des affinités avec Debout la France, voilà. Après, je vous respecte, je dis ce que moi je pense, je vous dis mon cheminement. Rassemblement national, c'est un mode de prestation pour enquiquiner Macron, ok. Asselineau, bon, vous êtes partisan d'Asselineau, vous voulez que de 1, il passe à 3, 3,5, 4. Je vous souhaite que vous rentrez, il faut faire plus de 3%, je crois, pour rentrer dans ces frais de campagne, d'être remboursé. Je vous le souhaite, parce que passer un moment, moi qui supporte un petit peu Dupont-Aignan, il y a 2 ans, 3 ans, lui aussi ne passait pas à la télé.
Lui aussi, on le voyait très très peu avant qu'il soit plus connu avec ses différentes sorties pendant la campagne présidentielle. Donc, je suis solidaire de l'UPR également. Je comprends tout à fait qu'il y a des choses intéressantes qui sont dites. Et effectivement, M. Allineau, on ne le voit pas beaucoup. Et c'est quelqu'un de qualité. Le constat est le même dans tous ces partis. Après, c'est la façon d'améliorer les choses qui diffère. Alors, moi, je pense plus rentrer dans le système, l'améliorer de l'intérieur en étant allié avec 23 pays étrangers, peut-être une trentaine de partis différents sur 23 pays étrangers, pour peser et contrer les partis dominants qui est le PPE, où il y aura les LR. Donc c'est pour ça que je ne vais pas voter pour les LR, parce qu'ils vont continuer avec Juncker et compagnie, même s'ils remplacent Juncker par un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous posez truc. Je ne suis pas à contrer, à taper sur des partis qui ont des idées voisines des miennes. Voilà, sachez-le. Donc, je résume. Quelle que soit la personne que l'on envoie à l'Assemblée européenne, si brillante soit-elle, que fera-t-elle si elle n'a pas un maximum de partis alliés? Debout la France peut compter sur 23 pays étrangers et ainsi constituer peut-être le deuxième groupe à l'Assemblée nationale. Le RN, pour l'instant, ne peut compter que sur 7 alliés et est un petit peu marginalisé, son groupe étant même pas le tiers de l'autre. Hein. Philippot, Asselineau, pourront-ils vraiment dépasser les 5%? J'en doute. Hein. Voilà. Bon, à un moment, il ne faut pas non plus partir pour voter les partis trop minoritaires, vous gâchez votre voix et ça fait le jeu de Macron. Hein. Voilà. Évidemment, l'objectif, on est d'accord, l'objectif de ce groupe, où il y a Dupont-Aignan et tous les autres, les 23 partis, de supprimer la Commission de Bruxelles, qui, sous le joug de l'Union européenne, est totalement corrompue par des lobbies qui décident de nos lois. La Norvège, la Suisse, qui protègent leurs frontières, ont la liberté n'importe ce qu'ils soient. On nous impose des tas de choses. Il faut redonner le pouvoir aux États-nations pour pouvoir gérer leur pays. Après, il y a des projets communs, il y a des choses comme ça au niveau de l'Europe, mais c'est tout. Sur ce, je m'arrête puisque autrement ça va couper au niveau de la carte mémoire. J'en suis à 32 minutes. Voilà un petit peu l'idée. Je vous fais humblement part de mes points de vue politiques concernant ces élections pour être le plus efficace possible, pour démolir un peu le système de l'intérieur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis copain avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je le fais, voilà. Hein, je discute aussi bien avec des gens qui votent à droite, plus à gauche, etc. Voilà, on est là. Hein. On a la chance de pouvoir encore s'exprimer, mais bien avec toutes les surveillances, Facebook, etc., je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse. Le samedi se termine bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, dans une semaine, hein, on vote. Hein, et on se bouge. Hein. On lui met une raclée à l'autre là-haut. Hein, d'accord? Merci beaucoup. À très bientôt. Encore merci pour m'accueillir chez vous. Allez, je compte sur vous. Merci. Au revoir.